Comme vous voulez, voilà, donc chef du service d'onco-hématologie pédiatrique de l'hôpital Robert Debré. Et donc on va parler avec vous de la leucémie aiguë de l'enfant et des avancées considérables dans ce domaine. Merci à vous. Merci beaucoup. Je remercie Norbert de sa gentille invitation, qui en même temps était un piège difficile. Je vais essayer de le relever. Si je peux avoir un... Je pense que je peux avancer avec ça. Voilà, je vais commencer par quelque chose, par un aveu. Je ne suis ni sur Facebook, ni sur Twitter, mais je suis sur LinkedIn. Et voilà ce que j'ai reçu il y a 8 jours. Et je voudrais qu'on le lise ensemble parce que c'est un témoignage d'un patient. Bonjour et bonne année, professeur Baruchel. Je suis une de vos anciens patients, c'est quand même très joli, de l'hôpital Saint-Louis de l'année 90, guéri d'une leucémie myéloblastique aiguë. Je suis très content de reprendre contact avec vous. J'ai 2 enfants qui sont majeurs. Et je suis formateur en mécanique navale à Tahiti, mon doux paradis. Alors, vous voyez ça, donc c'est ce monsieur à 43 ans aujourd'hui, et c'est le témoignage que j'ai reçu il y a 8 jours. Donc, je peux vous dire que pour un hématologue, c'est quelque chose d'extrêmement important. Alors, pour revenir au sujet, donc le sujet dont on parle, ce sont les cancers les plus fréquents de l'enfant. En France, il y a à peu près 450 nouveaux cas par an. On en guérit la majorité, je vais vous le montrer. La plupart appartiennent à la lignée dite lymphoblastique, c'est-à-dire si la cellule n'était pas devenue malade dans son développement, elle serait devenue une cellule du système immunitaire qu'on appelle un lymphocyte, et le plus souvent, c'est la voie des lymphocytes B qui est touchée. Alors, Laurent vous l'a dit, Virchow a décrit, après Alfred Donnet, après Bennett, ce qu'on appelait le sang blanc. Leukémie, en allemand, c'était le sang blanc, ça vient du grec. Et vous voyez qu'ici, on a des tubes de malades avec des nombres colossaux de globules blancs. Là, il y a à peu près 1 million de globules blancs par millimètre cube. Vous en avez 5000. Et donc, quand on fait ça, on voit ces anneaux de globules blancs qui remplissent le tube et il n'y a quasiment plus de globules rouges. Alors, tout ça, c'est un dérèglement d'une usine qui est la moelle osseuse, qui est supposée fabriquer à l'état immature des globules blancs, des globules rouges et des plaquettes. Et c'est au cours de la fabrication des globules blancs que se passe un accident. Laurent vous l'a appris, blocage de la maturation. Alors en fait, dès qu'on dit ça, on a affaire à un ennemi protéiforme, puisque les leucémies sont des processus malins clonaux, c'est-à-dire que toutes les cellules dérivent d'un même ancêtre qui se passe dans la moelle, qui touche soit la lignée lymphoïde, soit la lignée myéloïde. Et du coup, dès qu'on a dit ça, on sait qu'on a affaire à un ensemble tout à fait hétérogène de maladies. Et ces cellules, qu'est-ce qu'elles font? Elles bloquent des mécanismes de maturation, elles refusent de vieillir, elles refusent de mourir, et elles prolifèrent. Donc c'est l'accès à l'immortalité, c'est ça le cancer. Ce sont des anomalies génétiques acquises dont on parle ici. Alors voilà ce que m'a fourni Odile Fento. Je vous l'ai mis ici pour vous montrer à quel point tout ça sont des leucémies aiguës de l'enfant. Vous conviendrez avec moi que les aspects sont extraordinairement hétérogènes et avoir un ennemi aussi protéiforme, c'est évidemment très difficile. Alors il a fallu classifier parce que sinon les gens parlaient un langage très différent. On donnait des chimiothérapies en monothérapie à des maladies qui n'avaient rien à voir. Et donc, il faut reconnaître que les Anglais, les Français et les Américains ont abouti à un travail magnifique, en particulier Marie-Thérèse Daniel et Georges Flandrin et Claude Sultan pour ce qui est de Paris, à décrire 3 entités de leucémie lymphoblastique, 8 entités de leucémie myéloïde. Mais en fait, dans les mêmes décennies, là, je vous balaye aujourd'hui 70 ans d'histoire, dans les mêmes décennies, on est passé du microscope jusqu'au gène. Et je ne vais pas décrire tout ce qu'il y a sur cette diapositive, où on est passé de la cytogénétique à la biologie moléculaire, avec aujourd'hui le séquençage du génome pratiquement pour chaque tumeur. C'est en tout cas un des buts actuels. Et du coup, je vous ai mis en haut à gauche un camembert, comme on dit aujourd'hui, d'entités, de sous-entités de leucémie aiguë lymphoblastique, la plus commune. Et vous voyez que ce camembert où il y avait 12 anomalies pour ce qui était de la lignée B vient de sortir, non plus un camembert, mais un tableau de l'expression de gènes et de l'ensemble des mutations qu'on peut retrouver. On n'est plus passé de 12, là maintenant on est à 23 sous-types de leucémie aiguë lymphoblastique de la lignée B.
Donc vous imaginez la complexité aujourd'hui et le fait qu'on découpe le camembert en tranches de plus en plus fines. Et si on veut faire des traitements ciblés, il va falloir collaborer autour d'entités extraordinairement rares. Alors le passé, le présent et le futur, on a commencé par Sidney Farber en 1948. Pour la petite histoire, on donnait de l'acide folique aux malades en espérant guérir l'anémie des leucémies. On s'est aperçu qu'elle proliférait. Et donc, Sidney Farber a eu l'idée de demander aux chimistes des laboratoires Lederle à l'époque de fabriquer un antifolique. Et en donnant cet antifolique, on s'est aperçu qu'on pouvait obtenir des rémissions. C'était arrivé juste après des publications qui n'ont pas eu beaucoup de succès aux États-Unis sur l'exsanguinotransfusion proposée par Jean Bernard et Marcel Bessis en 1947. Les médicaments sont arrivés progressivement, mais je voudrais vous dire une chose, finalement, tous les médicaments qu'on utilise aujourd'hui pour guérir les enfants ont tous été inventés avant les années 70. Et finalement, c'est ce pas à pas dont vous a parlé Laurent Degausse, l'invention des groupes coopérateurs, mieux faire la mayonnaise, si j'ose dire, avec exactement les mêmes ingrédients, qui a permis d'arriver à individualiser à l'intérieur des protocoles le risque de chaque enfant, traiter de mieux en mieux chaque enfant pour aller vers la guérison. Alors le grand principe de traitement, c'est que justement on adapte la gravité, le traitement à la gravité perçue par les médecins du risque que présente la leucémie de tel ou tel enfant. Ensuite, on va démarrer le traitement, on va évaluer la réponse précoce. On a des outils formidables maintenant. Le microscope, vous voyez, dans les cas favorables, 5 cellules malades parmi 100 cellules normales. Les techniques dont je parle voient une cellule malade parmi 100 000 cellules normales, voire même peut-être 1 million bientôt. Alors les traitements sont barbares. Les traitements de chimiothérapie, c'est barbare. Il faut induire un nouvel état qui s'appelle la rémission, d'où le mot d'induction, avec une chimiothérapie qui se réalise en hospitalisation. Consolider ensuite, puis intensifier de nouveau le traitement. Ça se réalise essentiellement de manière ambulatoire, mais avec des complications infectieuses notables. Et puis après, on va faire, c'est un mot bizarre, on va entretenir. Alors en fait, on n'entretient rien. Ce mot dérive des années où on n'osait même pas arrêter la chimiothérapie pendant des années et des années. Il y a des malades qui ont eu 10 ans de traitement, jusqu'à ce qu'on découvre qu'au bout de 2-3 ans, on pouvait arrêter. Et une grande découverte de Donald Pinkel aux États-Unis a été de dire si on se contente d'une chimiothérapie par la bouche ou par les veines, il se passe des rechutes dans les méninges. Il y avait des atteintes occultes de ces enveloppes du cerveau. Et donc on a commencé à irradier les enfants, ce qui était encore plus barbare. Et puis finalement à diminuer les indications de l'irradiation et à injecter de la chimiothérapie par ponction lombaire, un peu plus loin que l'anesthésie péridurale. On rentre dans le liquide céphalorachidien et on injecte de la chimiothérapie. Alors tout ça, ça ne se fait pas de manière simple. J'ai listé sur cette diapositive toute l'équipe, j'ai appelé ça l'équipe qu'il faut pour traiter une leucémie de l'enfant ou de l'adulte. Il faut un centre de référence avec un service spécialisé, des services supports. Il faut des centres de proximité. Il faut des soins à domicile. Il faut, et c'est ce qu'a imposé l'INCa, des réunions de concertation pluridisciplinaires, pédiatriques, interrégionales. Il y a 7 organisations interrégionales de recours, ce qui veut dire que tout cas d'enfant atteint de cancer est discuté par des experts régionaux d'une pathologie. Il y a des réunions de concertation dédiées à chaque type de maladie. Et donc, il y en a une, par exemple, en Île-de-France pour les leucémies et les greffes. Et tout ça, ça se fait pas, on fait pas la cuisine sur un coin de table. On suit un protocole et c'est la création des groupes coopérateurs permettant d'appliquer des protocoles approuvés par des comités d'éthique et par les agences réglementaires qui ont permis de faire progresser la prise en charge des enfants et des adultes atteints de leucémie. Alors voilà ce que les résultats en apparence assez triomphants, je dis bien en apparence. Vous voyez que ici, l'unité INSERM dirigée par Jacqueline Clavel, en comptant les survivants à 5 ans,
a montré que on pouvait guérir dans la décennie 90-2000 82% des enfants atteints des leucémies les plus fréquentes et seulement 58% des leucémies les plus rares qui, elles, sont les plus fréquentes chez l'adulte, qu'on appelle les leucémies aiguës myéloblastiques. Mais comment on a fait ces progrès? La recherche clinique, c'est des progrès malgré l'absence de nouveaux médicaments. Je vais vous montrer très brièvement l'expérience de 2 groupes coopérateurs. Le groupe FRAL, fondé par le professeur Gérard Chaison, récemment décédé, et le groupe LAM, fondé à la fois par Guy Leverger et nous-mêmes à l'hôpital Trousseau. Et ici, je vous ai mis sur ces courbes de survie. En bas, vous avez les protocoles des années 80 et tout en haut, les protocoles des années 2000. Et vous voyez qu'on arrive à 7 ans à 90% de survie à 7 ans. Dans le dernier protocole, qu'est-ce qu'il a eu ce dernier protocole? Les mêmes agents. Simplement, on a évalué mieux la réponse précoce au traitement avec ces techniques d'évaluation de la maladie résiduelle. On a désescaladé le traitement et on a accepté, avec les parents mis au courant, avec les comités d'éthique mis au courant, de dire on va faire un groupe où on va donner un médicament potentiellement cardiotoxique et un autre on va enlever certaines doses de ce médicament pour préserver le futur des enfants. Et ce qu'on a montré, c'est que les 2 groupes étaient strictement équivalents, ce qui a été un renseignement évidemment très important. Et puis dans ce protocole, alors que dans les années 80, quand j'ai commencé, on irradiait 80% des enfants sur la tête, on n'a plus irradié que 10% des enfants sur la tête. Donc vous voyez qu'on a combiné désescalade et intensification pour arriver à ces très bons résultats. Et un des grands succès du groupe FRAL, ça a été l'amélioration de la survie des adolescents. Et tout ça alors qu'on a diminué les indications des traitements les plus séquelogènes comme la greffe. Vous voyez qu'on est arrivé à peu près au même résultat que chez les petits enfants de moins de 15 ans. Mais le grand succès a été de démontrer à nos collègues adultes que quand on avait entre 15 et 20 ans, il valait mieux être traité avec des protocoles pédiatriques qu'avec des protocoles adultes. Et cette trouvaille, 25% de survie, a été confirmée dans 10 protocoles, rétrospectifs également, et a impacté non seulement le traitement des adolescents, mais même le traitement des adultes jeunes et même plus âgés atteints de leucémie aiguë lymphoblastique. C'est probablement une des trouvailles les plus importantes de notre champ. En ce qui concerne les leucémies myéloblastiques, on a fait moins de progrès. Vous voyez que le dernier protocole récemment rapporté fait état d'une survie à 5 ans de 71%. On a quand même gagné 10% par rapport au protocole précédent. Ce sont des maladies rares, 70 cas par an en France, donc c'est difficile de progresser. Alors les problèmes persistants, on a toujours des rechutes, vous l'avez vu, donc il ne s'agit pas d'être triomphant. Il y a 15% des enfants qui rechutent, beaucoup plus chez les nourrissons, 10 à 15 cas par an, beaucoup plus chez les adolescents toujours et chez les adultes. Et certaines de ces rechutes sont quasiment incurables. Donc on n'est pas content du tout de ce pronostic. Et puis surtout, je vous l'ai dit, les traitements qu'on applique sont des traitements qui restent quand même très barbares. Est-ce que c'est normal d'avoir des enfants chauves qui vomissent, qui sont à l'hôpital, infectés, avec des cathéters? Bien sûr que non. Et il faut absolument qu'on progresse, ce d'autant qu'à force de dire « more is better », on commence à avoir dans certains groupes de très bons pronostics autant de décès toxiques que de décès par maladie. Donc c'est quand même paradoxal, on veut guérir un enfant et malheureusement on va avoir des événements indésirables, totalement insupportables. La deuxième chose, c'est que ces traitements diminuent l'immunité et donc que les enfants s'infectent pendant la durée des traitements et puis ils peuvent avoir bien d'autres maladies. On fait la médecine de la médecine en fait en hématologie puisqu'on soigne les effets secondaires des médicaments qu'on donne pour soigner une leucémie. Et plus cette thérapie est intensive et prolongée, plus les effets indésirables sont graves. Et le plus toxique de tous, mais qui a guéri de nombreux enfants, il faut en être reconnaissant à Georges Mathé et à Donald Thomas aux États-Unis, qui a eu le prix Nobel, c'est la greffe. Mais cette greffe, malheureusement, est très séquelogène compte tenu des irradiations corporelles toujours nécessaires pour l'administrer. Alors, on s'est beaucoup penché sur le long terme et je veux rendre sur cette diapo grâce à mes amis de Marseille, à Gérard Michel en particulier, d'avoir créé une cohorte
de patients atteints de leucémie. Et vous voyez que fin 2017, plus de 4000 enfants, on est remonté jusqu'aux années 80. Donc j'ai revu des patients que j'avais traités quand j'étais jeune interne. Des patients remontés des années 80 pour essayer, à travers des examens cliniques dédiés et des questionnaires, de mieux décrire leur état de santé. Et par exemple, un seul exemple ici, on a montré que les enfants qui avaient été traités dans l'enfance, quel que soit le traitement, plus quand ils ont été greffés que quand ils ont eu que de la chimiothérapie, avaient ce qu'on appelle un syndrome métabolique, c'est-à-dire quelque chose qui a à voir avec l'hypertension, le risque d'accident vasculaire cérébral, l'obésité et donc les risques accessoirement de cancer secondaire. Et en ce moment, cette recherche qui a été d'abord de compter, va vers une recherche physiopathologique et on espère pouvoir, avec des traitements, modifier cela et avoir un futur meilleur encore. Je vais vous dire un tout petit mot de nouveaux médicaments, je ne peux pas m'en empêcher. Laurent Degos vous a parlé du Glivec et je vais vous en dire un petit mot. Et puis je vais vous dire un mot des cellules CAR-T. Le Glivec, c'est quoi? C'est un médicament qui va rentrer au cœur de la protéine qui est malade et qui déclenche la prolifération de la cellule malade, de la leucémie myéloïde chronique, mais aussi d'un sous-type de leucémie aiguë lymphoblastique qui ont le même chromosome philadelphique que dans la leucémie myéloïde chronique. Et ce qui a été montré d'abord par nos collègues américains, puis reproduit en Europe, c'est que si on additionnait ce médicament à la chimiothérapie, on passait de 20-30% de survie à 80% de survie à l'heure actuelle, et même un petit peu moins si on regarde à très long terme, on est plutôt à des courbes stables à 70% à l'heure actuelle. Tout ça, alors qu'avant on devait greffer tous ces enfants, maintenant on en greffe de moins en moins. Et je voudrais insister sur la collaboration internationale qui a été absolument clé. On collabore, puisque ce sont des maladies rares, on collabore au niveau mondial. Pour les nourrissons de moins d'1 an, il y a 10 cas par an en France. Vous imaginez bien qu'on ne peut pas faire avancer la recherche comme ça. Dans toutes ces unités que j'ai listées, et le futur protocole ne sera pas national, il sera international. Et le protocole All Together dans lequel la France entrera est un protocole qui associe 14 pays d'Europe de l'Ouest, qui démarrera aux alentours de 2020. Les CAR-T-cells, la fin de l'allogreffe, je l'espère, et peut-être plus. Comment on fait des CAR-T-cells? Qu'est-ce que c'est? Ce sont les lymphocytes du propre sujet qu'on prend, qu'on modifie par thérapie génique grâce à un virus qui va insérer une nouvelle information qui va permettre à cette cellule de reconnaître ses propres cellules leucémiques et de les tuer. Ça a l'air très simple comme ça sur la diapo. Vous voyez que ce journal, c'est un journal de finance. C'est Fortune qui a mis c'est Forbes, pardon, qui a mis à l'honneur les CAR-T-cells. Vous imaginez bien pourquoi. Je vais passer vite là-dessus. Je vais juste vous raconter encore une histoire de malade. La première enfant traitée en France. Donc, à l'âge de 5 ans, une leucémie aiguë, rechute malheureusement 3 ans après, reçoit une allogreffe avec son frère, elle rechute de nouveau et au bout de plein d'essais thérapeutiques est déclarée en phase palliative. Juste à ce moment ouvre l'essai Eliana qui donc permet de prélever des cellules chez elle, de les envoyer aux États-Unis, de les manufacturer, de greffer à la surface une sorte de harpon qui va reconnaître les cellules leucémiques. On va injecter ces cellules, elle va passer en réanimation 3 jours après. On va lui injecter un médicament qui lutte contre cette réaction inflammatoire gigantesque qu'on appelle le syndrome de relargage cytokinique. 28 jours après, elle est en rémission complète. 2 mois après, ce que je n'ai jamais vu en situation d'allogreffe, elle retourne à l'école. Et 9 mois après, elle grimpe une montagne. Et on est aujourd'hui plus de 31 mois après. Et cet enfant va toujours bien, alors qu'elle était condamnée à mourir dans les 3 mois qui suivaient à peu près son arrivée chez nous. Il y a un inconvénient, c'est qu'on détruit aussi les cellules B normales et que donc il faut perfuser des immunoglobulines pour l'instant, pour des périodes non précisées. La voici en train de grimper sa montagne avec notre association. Donc en conclusion, je voudrais vous dire que je vous ai parlé très brièvement d'une très grande aventure humaine qui a été faite en alliance avec les enfants et leurs parents, qu'il faut continuer la recherche fondamentale, translationnelle et clinique dans toutes ses dimensions, somatiques, psychiques, mais aussi sociétales.
Et je voudrais remercier les équipes de Robert Debré, de la SFCE, les enfants, les adolescents et les parents qui nous ont fait confiance. Et puis je voudrais remercier l'INCA, parce que l'INCA fait des choses. Je voudrais remercier Norbert Ifra et Christine Chaumiel. Je voudrais remercier Nathalie Oglabouré pour son implication constante en tant que pédiatre. Muriel Dahan et Claudia Ferrari. Je voudrais dire que l'INCA, c'est aussi les PHRC Cancer et ils ont permis de subventionner des essais thérapeutiques très importants. L'INCA, quand il travaille avec les associations, ça donne le PER, et grâce à l'ARC et à la Ligue contre le cancer. Et le PER, c'est une recherche formidable dans le domaine des leucémies gumuloblastiques. Et puis sans les associations, on aurait beaucoup de mal à fonctionner. Et je voudrais remercier à chacun son Everest, le Rire Médecin. J'ai mis en bleu celle qui finance beaucoup la recherche, Laurette Fugain, 100% la vie, Enfants et Santé, l'UNAPEC, l'Imagine for Margot, encore une fois l'ARC et la Ligue, bien sûr, et puis d'autres plus confidentiels, mais qui sont très chers à mon cœur. Je vous remercie.